Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Alors ça y est, j'ai terminé ma campagne Le Ciel Ici-Bas, qui s'avère être ma campagne la plus longue jamais masterisée, avec 44 sessions. On a terminé ça il y a une semaine et demie, je ne sais plus exactement, en tout cas c'est très récent, avec mes joueurs. Pour rappel, Le Ciel Ici-Bas, c'est une campagne qui est diffusée actuellement sur notre chaîne commune Comptes Personnels et Viscéraux, je vous mets le lien en description. Nous avons aussi réalisé un débrief de groupe qui est plus une longue conversation entre potes pour se remémorer la campagne et qui sera diffusé après la fin de la campagne. Donc le dernier épisode de la campagne sera diffusé le 31 décembre de cette année et juste après, la semaine suivante, le débrief. Mais je voulais, sur cette chaîne principale, vous livrer un débrief personnel du point de vue maître du jeu, pas aussi long, hein, je vous rassure tout de suite, mais où je vais mettre en exergue les constats que j'ai faits, les éléments importants que j'ai constatés suite à cette campagne, les choses que j'ai appréciées, les choses que j'ai testées aussi, ce sur quoi je me suis probablement amélioré, les choses que j'ajusterai pour la prochaine campagne, parce que oui, on va parler déjà un peu de la prochaine campagne, quelques effets de style, de mise en scène et tout ça que j'ai ajouté, que j'ai testé, qui ont bien fonctionné. Comme ça, ce débrief, qui va être une forme d'introspection, va, je l'espère, aussi vous être utile si vous voulez essayer quelques petites choses, des éléments que je vais présenter aujourd'hui. Ce débrief sera sans spoiler, pratiquement, mais sincèrement, si vous n'avez pas vu la campagne ou que vous êtes en train de la visionner et que vous avez peur, faites-moi confiance, vous pouvez écouter le débrief. Je ne vais pas aller, même quand je spoil au sens général, vous n'allez pas savoir tout de suite de quoi je parle. Donc, c'est vraiment pas un problème, vous pouvez écouter le débrief avant même d'avoir terminé le visionnage de la campagne. Alors, je vais commencer justement par le point principal que je viens d'évoquer, la longueur de la campagne. J'ai jamais maîtrisé une campagne aussi longue, 44 sessions. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est une petite campagne. Il y en a qui font des sessions sur 4 ans, nous ça a pris 1 an et demi. Il y en a qui ont des centaines de sessions à leur actif pour une même campagne. Ce n'est pas comme ça, moi, que j'envisage mes campagnes. Et donc, comparé à la manière dont je les envisage, où je me dis toujours qu'il faut qu'il y ait une fin, il faut qu'il y ait une matière de départ, et une fois qu'elle a été déroulée, que cette matière a été éprouvée, qu'elle amène à des résolutions, j'aime amener justement à une fin. Donc, pour moi, je ne vais pas rajouter systématiquement de nouveaux éléments pour qu'elle dure. C'est pas trop ma vision des campagnes. Pour vous donner une idée, la précédente campagne Au nom des pairs, qui est aussi disponible sur la chaîne d'Actuel Play, a duré 22 sessions. Donc c'est exactement la moitié du Ciel Ici-Bas. Autant vous dire que ça a été beaucoup plus long que ce que j'avais anticipé. J'avais énormément de matière. La toile de fond, alors que j'avais prévu de faire quelque chose de plus simple qu'Au nom des pairs, s'est avéré encore plus complexe, avec encore plus de couches, plus de choses à découvrir, plus de matière à dérouler, à exploiter. Et donc, de facto, la campagne s'est avérée plus longue. Ce n'était pas du tout une volonté de ma part de la faire plus longue, de la rallonger. Je n'ai pas rajouté des éléments à un moment dans une volonté que ce soit plus long, mais vraiment, cette matière de base et d'autres choses que je vais aborder après ont fait qu'elle a duré plus longtemps. Je pense pas que je le referai différemment. J'en ai parlé aux joueurs. Eux, ça ne leur a pas du tout posé de problème. Peut-être il y a ma joueuse qui m'a dit que tenir un personnage sur aussi longtemps, c'était parfois un défi. Elle vous en parlera peut-être d'ailleurs elle-même. Mais dans l'ensemble, la longueur n'a pas été un problème pour l'appréciation de la campagne, y compris à mon niveau. Pour autant, je ne souhaite pas refaire une campagne aussi longue, en tout cas pas maintenant, pas pour la prochaine. Et donc j'en reparlerai parce que si je ne m'en suis jamais lassé, je ne me suis jamais lassé de la campagne, il faut bien le dire, j'ai été fatigué de la campagne, fatigué de l'espace mental qu'elle prenait, du travail que ça représentait. Au bout d'un moment, je me disais, waouh, arrivé à peu près aux 2/3, en fait j'ai compris, c'est aux 2/3 que j'ai compris que j'étais arrivé aux 2/3, j'ai à peu près vu, je me suis dit, il reste 1/3 à faire ça, à préparer. En plus, sans spoiler, hein, arrivé au 2e tiers, il y a un changement de contexte très important, voire même de zone. Et donc, je me suis dit, ouah, je suis aux 2/3, j'ai déjà fait tout ça, et maintenant, il faut que je reconstruise tout un mini-univers d'une certaine manière. Pas tout à fait, mais quand même, avec de nouveaux endroits pour que ça soit palpable. Vraiment, je me suis dit, ouah, ça va vraiment être compliqué. Il s'est avéré que ça a été beaucoup plus simple que prévu. Ce qui me mène peut-être à un deuxième point à aborder. J'ai donc maîtrisé une campagne longue, hein, le Ciel Ici-Bas, et à l'intérieur du Ciel Ici-Bas, j'ai maîtrisé une mini-campagne. Il me semble que je n'ai jamais fait de mini-campagne. Mini-campagne, pour moi, c'est entre 6 et 12 sessions. Voilà, ça, c'est de la mini-campagne. Je ne nourris pas un intérêt
très fort pour la mini-campagne. En tant que MJ, en tant que PJ, j'adore. En tant que MJ, pour moi, c'est un peu trop bâtard. J'aime les one-shots pour ce qu'ils me permettent de faire, de renouveler l'offre, d'avoir un mini-univers, une mini-histoire à chaque fois, un peu comme un film, finalement. Et quand je veux aller plus loin, quand je veux exploiter les personnages, quand je veux aller dans le personnel et viscéral jusqu'au bout, quand je veux des intrigues alambiquées, etc., je vais sur une campagne que moi j'appelle longue, une vingtaine de sessions. L'entre-deux, j'ai du mal à y trouver un intérêt, un plaisir en tant que maître du jeu. Sauf que là, intégrer à la campagne, ce dernier tiers, justement pour qu'il ne dure pas trop longtemps, je l'ai pensé comme une mini-campagne. Donc je voulais qu'il y ait quand même des éléments de liberté, hein, bien entendu, pour qu'il y ait de l'impact. Mais je l'ai quand même plus cadré, je l'ai pensé comme une mini-campagne. Je m'étais donné, je crois, 8 sessions maximum pour le réaliser. Et donc, ça m'a donné l'opportunité finalement de tester la maîtrise et la préparation d'une mini-campagne. D'ailleurs, je me suis fait une réflexion récemment. Si j'avais voulu faire une mini-campagne pour le ciel ici-bas, j'aurais pu me cantonner avec quelques ajustements quand même au dernier tiers. Alors, ça aurait fonctionné, mais ça aurait été quand même complètement différent. La dimension, l'échelle, il y a plein de choses qui n'auraient pas eu lieu, notamment dans la partie mystique. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'eût été mieux. Je dis que ça aurait été possible et que si on me demandait comment tu aurais fait de cette campagne une mini-campagne, c'est simple, j'aurais pris le troisième tiers et avec quelques ajustements, ça se suffisait potentiellement. J'aurais rendu finalement, j'aurais trouvé une manière narrative de rendre les 2 premiers tiers donc non nécessaires d'un point de vue narratif. Alors que là, c'était nécessaire d'un point de vue narratif. J'ai créé le fait que ce soit un élément obligatoire, mais c'était assez facile de faire en sorte que ça ne le soit pas. Donc ça, c'est une observation que je me suis faite tout récemment. Ensuite, sur la longueur de la campagne, toujours, il y a autre chose qui l'a fait durer que simplement la matière de base que j'avais préparée. C'est la campagne sur laquelle j'ai intégré le plus de nouveaux personnages joueurs. Parce que c'est aussi la campagne sur laquelle j'ai intégré le plus de nouveaux joueurs d'ailleurs, que ce soit Sylvain en tant qu'invité sur une session et demie, ou Maître Renard en tant que joueur titulaire sur une bonne dizaine de sessions, et Gauvin sur, je ne sais pas exactement, peut-être une vingtaine de sessions à mon avis. Il est arrivé à peu près au milieu de la campagne. Donc ça a apporté beaucoup de choses. Je m'en suis rendu compte aussi parce que ça m'a permis à chaque fois de renouveler. Il faut bien comprendre que moi, quand j'intègre de nouveaux personnages joueurs, je veux pas qu'ils se sentent comme des pièces rapportées. Je veux qu'ils deviennent des personnages principaux au même titre que les autres. Et ça nécessite un certain travail d'intégration. Ça veut dire que je dois rajouter des pans de narration ou de toile de fond pour qu'ils aient une raison d'être là, que ce soit une raison tout aussi personnelle et viscérale que les autres. Il faut qu'ils arrivent au bon moment. Ça veut dire qu'à l'instant T de leur arrivée, il faut que leur rôle soit très important, qu'il soit même pratiquement même indispensable, parce que comme ça met tout de suite la lumière sur le nouveau qui arrive, il se sent tout de suite important, il devient un personnage principal. Donc il faut que je trouve des raisons qui font que sa présence, ce nouveau personnage, est indispensable. Ça m'oblige à créer de nouvelles choses que je vais raccrocher à l'intrigue en cours pour que ce soit cohérent. Ça me fait aussi construire avec eux leur passé, comment je peux lier ce passé à l'intrigue en cours, qui peut revenir la percuter comme n'importe quel personnage joueur. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la création de personnages, ma capsule, pour que vous compreniez exactement comment je fonctionne. Et je veux vraiment faire ça avec eux aussi. Ça a la conséquence de ramener de la matière, de me donner beaucoup d'inspiration, de me permettre de renouveler aussi la campagne, ou différents éléments, et d'étoffer tout ce qui se passe, de le complexifier, de le rendre plus intéressant. Ça m'a beaucoup aidé d'un point de vue de l'inspiration de ramener ces personnages joueurs. Mais ça a eu un autre effet qui est un peu le revers de médaille, même si je ne le regrette absolument pas et je le referai, simplement en plus parce que ça m'a permis d'intégrer de nouvelles personnes, de nouveaux personnages. Ça rallonge. Parce que comme je suis souvent obligé de rajouter des éléments pour pouvoir intégrer correctement ces personnages, alors que en général, je ne rajoute pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le simple plaisir de rajouter et de rallonger. Là, c'est nécessaire pour faire ce que je souhaite obtenir pour eux. Et donc, ça rallonge considérablement la campagne. Et les 44 sessions qu'on a jouées, une grande partie de ces sessions sont dues à l'ajout de personnages et à la matière que ça rajoute. Souvent, leur intégration va rajouter d'une certaine manière une étape, ou une étape qui va être plus longue que si je ne les avais pas intégrées, et parfois même une séquence entière, parce que justement, je rajoute une phase intermédiaire
qui devient nécessaire pour passer à la suite, ce qui permet de justifier l'importance de ce nouveau personnage. C'est très compliqué, même si j'ai réussi à le faire avec l'intégration de Maître Renard par pur hasard, de l'intégrer simplement sans avoir à rajouter d'étapes. Faut vraiment que le contexte s'y prête et c'est un peu un coup de bol. Souvent, il y a des choses à rajouter, une difficulté supplémentaire que le personnage joueur, le nouveau, va permettre de résoudre plus facilement. Donc ça rajoute du temps. Et puis, après, les personnages joueurs leurs personnages doivent apprendre à se connaître. Donc, il y a des dialogues entre eux. Il y a, donc, il y a de nouveaux dialogues. Eux-mêmes vont ramener leur PNJ. Donc, on va laisser plus de temps aussi pour qu'ils puissent leur parler, qu'ils aient leur dialogue individuel aussi, ces nouveaux personnages. Et donc, tout ça, ça donne de la matière et ça rallonge. Donc, c'est l'une des raisons qui font que cette campagne a duré 44 sessions, soit beaucoup plus que d'habitude. Je dis pas que j'en ai appris quelque chose, je dis pas que je vais intégrer moins de nouveaux personnages si, par la force des choses, je devais le faire, mais bon, en tout cas, c'est un constat que je fais. Ce qui me mène aussi à un autre point, pourquoi j'ai intégré autant de nouveaux joueurs ou personnages sur cette campagne, plus que d'habitude, même si je l'avais quand même fait pas mal sur les Enfants du Fleuve, hein, j'avais ajouté 2 nouveaux joueurs, donc à coup, hein, c'était la première campagne avec nous. Eh bien, Maître Renard, donc un joueur, on savait, de par son travail, etc., qu'il ne pourrait pas rester indéfiniment. Donc, quand il est arrivé, on savait que ça serait pour seulement une dizaine, une douzaine de sessions. Mais ça faisait longtemps que je voulais l'intégrer et il se trouve qu'il y a eu une opportunité pour lui, puisque c'est la première fois que, je ne vous le cache pas, hein, qu'un de mes joueurs sur une campagne décide de quitter la campagne pour des raisons autres qu'une entente entre joueurs ou avec le groupe. Ça m'était déjà arrivé 2 fois par le passé d'avoir des gens qui quittent ou ça m'est arrivé une fois de faire quitter quelqu'un, pour être honnête, une campagne parce qu'il y avait vraiment un problème de relationnel. Mais ça n'est jamais arrivé qu'un joueur souhaite, enfin, sauf là, souhaite partir, non pas parce qu'on s'entend pas bien, non pas parce que d'ailleurs il n'aime pas ce qui se passe, mais pour des raisons de tension qui ne sont pas trop son truc. Donc le joueur, je vais peut-être pas le spoiler, mais j'ai un joueur qui quitte la campagne après 9 sessions, je crois, alors qu'il avait joué 2 campagnes précédemment avec moi. Et donc ça, c'était une première. Surtout que c'est à la fois assez tôt dans la campagne, quand on voit que maintenant elle a duré 44 sessions, mais à l'époque, ça me paraît assez tardif, justement, ce départ. Quand même, en plus, j'avais beaucoup travaillé sur son personnage avec lui quand même. Et je crois que j'en avais déjà parlé, mais en gros, moi j'ai un style de maîtrise qui fait que je mets beaucoup de pression sur les joueurs. D'ailleurs, des auditeurs qui sont devenus ensuite joueurs se sont rendus compte de ça. On le perçoit parfois moins en tant qu'auditeur. On se dit, mais pourquoi ils font ça, les joueurs? Pourquoi ils stressent là? Pourquoi ils disent plus rien? Et quand ils jouent, ces auditeurs-là, je pense à Sylvain et Maître Renard, se rendent compte de ce que ça peut faire, notamment dans les dialogues avec certains PNJ, lorsqu'ils sont interrogés, la pression, la peur de dire quelque chose qui va tout faire basculer. Et qui peut nuire potentiellement au groupe. Et ça, il y a des joueurs qui le gèrent difficilement parce qu'ils ont peur de se mettre la pression. Et si je fais une erreur, le groupe va en pâtir, on va m'en vouloir, ce genre de choses. Et c'est un peu ce qui s'est passé, même beaucoup, je pense, avec ce joueur-là. C'est la première fois que ça m'est arrivé et c'est ce qui... pareil, j'en tire aucune vraie conclusion. Ça va pas faire changer mon style de maîtrise. Pour autant, mais je constate que même si les joueurs ont envie d'aimer, et il l'aimait, il a hésité longuement, il y avait trop de stress sur ces moments-là, même si on a essayé de dire que il n'y avait pas d'enjeu au sein du groupe au sens strict. Bon, ça n'a pas fonctionné, donc il est parti et c'était pas plus mal parce que ça commençait à créer non pas une tension, mais un malaise parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Donc la décision a été tout à fait judicieuse de sa part. Ça a laissé une place, c'est ce qui m'a fait intégrer donc Maître Renard, à qui j'avais promis une place dès qu'une place se libérerait. Et donc, il l'a fait, une dizaine de sessions. Et puis, ensuite, il est parti. Donc, j'ai eu de nouveau une place et on avait fait la connaissance de Gauvin, que j'ai donc intégré. Donc, vous voyez, il y a eu des raisons qui ont fait ça. Donc, je ne les regrette pas. Je l'aurais fait quoi qu'il arrive. Pour autant, force est de constater que ça a considérablement rallongé la campagne. Oui, tout ça pour vous expliquer ça, mais c'est pas grave. La campagne m'a également permis de constater, plus que jamais, même si je l'avais déjà vu et ça va vous paraître comme une évidence, les différences, justement, on va rester un peu sur le sujet, entre les joueurs dans la manière de jouer, leurs forces, leurs faiblesses,
En tout cas, les choses dans lesquelles ils sont à l'aise et les choses dans lesquelles ils sont moins à l'aise. Et là, ça a été constaté plus que jamais dans cette campagne. Je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. Peut-être parce que j'ai eu un plus large panel de joueurs pour constater ce fait-là. J'ai des joueurs qui ont eu finalement plus de mal que ce que je pensais à raccrocher les wagons, notamment en arrivant plus tardivement. J'aurais dû éteindre ce portable. Euh, Parce que et qui donc parfois pouvaient être perdus dans tout le miasme, justement en référence au Bourbier qui est un des lieux de la campagne. Et donc parfois ils avaient du mal à réagir sur certains éléments que je présentais qui me paraissaient évidents, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs des obligations, mais même d'autres joueurs se disaient mais pourquoi il nous parle pas de ça alors qu'il le sait? Et en fait, ça peut arriver, certains joueurs ont plus de facilité que d'autres là-dessus. Par opposition, il y a des joueurs qui se mettent plus facilement dans la peau de leur personnage plus rapidement. D'ailleurs, je vais même le citer. Hein, dans les deux cas, je pense aussi à Maître Renard. Lui, il se met très rapidement dans la peau de son personnage, même s'il arrive comme un cheveu sur la soupe. En revanche, il peut avoir plus de mal à rattraper un petit peu les wagons, à raccrocher tout ça en arrivant. Et puis, je vais avoir des joueurs qui vont beaucoup plus facilement parler, comme Kaku, et d'autres qui vont avoir tendance à se mettre en retrait tant que quelqu'un prend la parole. Non pas parce que ça les gêne d'ailleurs, justement, certains vont même presque se cacher dans les scènes de tension et voire même disparaître au cours d'une conversation s'ils voient qu'un joueur prend la main. C'est assez amusant. Pareil, j'en tire aucune conclusion. Ça m'amuse simplement de le constater. Donc on voit que c'est pareil, dans la prise de parole, dans l'espace qu'ils prennent, ils ne sont pas les mêmes. Parfois, il faut aider parce qu'un joueur peut se sentir en retrait, mais parfois, il faut aussi comprendre et constater que certains joueurs aiment ne pas être le centre de l'attention et moins prendre la parole que d'autres. Pour des gens comme moi, des gens comme Kaku aussi, ça peut interroger, on peut se dire, mais est-ce qu'il s'amuse, est-ce qu'il s'ennuie parce qu'il ne parle pas autant que moi j'aimerais parler si j'étais joueur? Et il y a des joueurs, ça leur va très bien. Et au contraire, être trop mis en lumière fréquemment et devoir parler, ça va le moins leur plaire. Il y en a qui aiment bien aussi être dans une position d'observateur, souffler un petit peu. Je le constate régulièrement. Et puis, on a des joueurs qui vont être aussi, autre exemple, je pense notamment à Brian, qui vont être beaucoup plus à l'aise dans l'action, avec plein d'idées hyper créatives pour nourrir les scènes de combat, les scènes d'action, avec des idées qui vont permettre de donner de l'épaisseur à ce qui se passe, plus que simplement les jets de dés, et qui me facilite la tâche parce que je ne suis pas celui qui a besoin d'amener toujours une nouveauté, un événement. Les joueurs vont le faire eux-mêmes. Et donc, il y en a qui sont très à l'aise là-dedans. C'est vraiment amusant de voir ces différences. Parfois même, ça peut s'entrechoquer, d'ailleurs, dans la manière de voir les choses. Je pense à autre chose, d'ailleurs. Les joueurs ne jouent pas pour les mêmes choses, nécessairement. Je sais que Kaku pourrait passer des heures à faire du roleplay, même Gauvin, hein, d'ailleurs, je pense qu'il y avait beaucoup de sessions où il me disait j'ai adoré parce qu'il y a eu plein d'interactions avec les PNJ, les PJ. Et souvent, quand je donne la main, est-ce que vous voulez parler à quelqu'un avant que je passe à la suite? Ces deux joueurs-là prenaient la main pour le faire. Et puis, il y a des joueurs comme Ligos, donc celui qui incarnait Forkis, qui, lui, souvent, régulièrement, pas toujours, hein, je ne veux pas caricaturer, me disait non, c'est bon. Là où je sais que les autres auraient sauté sur l'occasion pour aller parler au PNJ, parce que c'est moins ce qui l'intéresse. Et on l'a constaté aussi dans le débrief sur un point, lorsque je demandais en fait quels étaient les personnages joueurs, les personnages des joueurs que vous avez préférés. Donc les raisons invoquées n'étaient pas les mêmes. Et je pense encore une fois à Ligos qui a dit bah non, moi j'ai préféré celui-ci, je cite rien pour pas spoiler, hein, parce que il m'est arrivé ça avec lui, on était ensemble à ce moment-là, etc. Là où les autres disaient bah non, moi c'est plutôt celui-là parce que j'ai eu plus de dialogue avec lui, plus de relations, plus de connexions. Donc on voyait la différence. Pour l'un, ce qui comptait le plus, c'était les moments partagés en jeu dans l'action, qui ont fait que un peu le côté frère d'armes dans ce qui a été fait, même s'il n'y avait pas forcément de dialogue et de rapprochement au sens amitié qui était joué. Et on a les autres qui disent bah non, moi si j'ai pas un moment, un rapprochement entre les personnages, des discussions sur leur vie, sur ce qui se passe, eh ben je me considère pas proche, même si j'ai partagé de l'action avec eux. Et ça, c'était vraiment très intéressant de le constater. Ils ne jouent pas forcément les mêmes choses. On a Ligos aussi qui joue beaucoup pour résoudre des situations, pour faire des puzzles d'une certaine manière, comprendre l'intrigue
il aime bien anticiper, est-ce qu'il n'y aurait pas ça, etc., pour voir si après il avait raison, ça lui plaît, et c'est gratifiant pour lui de se dire, ouais, là j'avais raison, là j'avais tort. Là où d'autres vont jouer beaucoup plus pour l'intensité des moments et les relations justement entre les personnages. Alors je dis pas qu'ils sont que les autres, certains n'aiment pas l'action et un joueur comme Ligos n'aime pas les moments de dialogue, c'est faux parce qu'il le fait aussi. Mais on voit quand même qu'il y a une différence et parfois dans le style de jeu, ça peut s'entrechoquer et créer de la friction, pas vraiment entre joueurs, mais entre les personnages parce que le style de jeu des joueurs est différent. Je l'ai assez constaté, je l'ai assez vu, et donc ça nécessite parfois des ajustements de part et d'autre. Ça fait partie du jeu, mais c'était vraiment très intéressant de le voir plus que jamais dans cette campagne, peut-être parce que c'est l'une des campagnes au sein desquelles il y avait le plus de diversité dans les différentes situations et avec le plus de joueurs, comme je le disais. Je pense que ce midi débrief va être beaucoup plus long que ce que je pensais. Je m'en excuse, mais finalement, j'ai beaucoup de choses à dire. On va essayer d'avancer quand même promptement. Donc, ah ben justement, bonne transition, totalement involontaire d'ailleurs, je tiens à le dire, l'action. L'action, les scènes de combat. Pour moi, ça, c'est peut-être une des révélations de cette campagne ou une concrétisation de ce que je pensais sur la théorie. Il faut bien comprendre que donc j'utilise le système décimation, qui est un système minimaliste que j'ai créé, qui ne prétend pas être d'une originalité incroyable par rapport à d'autres systèmes minimalistes, hein, je l'ai toujours dit. Si vous voulez voir ce que c'est, j'ai une vidéo qui le décrit sur décimation et vous pouvez le trouver sur mon Discord. Le système, il tient sur 3 pages maintenant. Donc, ce système-là, je l'avais beaucoup éprouvé sur des one-shots et je l'avais éprouvé, mais en revanche, très peu sur une campagne. C'est la première campagne que je joue uniquement avec ce système. Il faut bien savoir que sur la précédente campagne Au nom des pères, je ne fais entrer en jeu ce système qu'à la fin. Et je n'ai fait jouer, il me semble, que 2 scènes d'action sur la précédente campagne avec ce système-là. Il y a une première scène d'action d'ailleurs qui a un ajustement avec le système, un premier test, et la concrétisation qui m'a fait vraiment abonder dans le sens du système, c'est le dernier gros combat dans Au nom des pères qui a lieu et qu'on a tous trouvé génial, ultra rapide, grâce au système décimation et qui, moi, m'a permis justement de progresser dans la manière de maîtriser ces scènes parce que ça m'a ouvert de nouvelles portes, de nouvelles possibilités, puisque je n'étais plus bloqué par les lenteurs d'un système plus complexe. Mais au final, on en avait joué qu'une, donc on s'était dit, ouais, c'est incroyable cette scène. Et là, j'ai pu le faire beaucoup. Il y a eu énormément de scènes d'action, de scènes de combat, parfois à grande échelle dans le sens où ça se passe parfois sur plusieurs fronts, même à des endroits radicalement différents lorsque le groupe il est scindé en 2 voire 3. Et vraiment, ça a été l'un des grands succès pour moi de la campagne parce que je n'ai jamais pris autant de plaisir dans l'action et dans les combats en campagne. Comme je disais, sur les one-shots, ça m'était déjà arrivé avec ce système-là. Mais là, sur une campagne, j'ai adoré maîtriser les combats. C'est beaucoup d'énergie parce que justement, je crois que ma prochaine vidéo va être sur l'usage du système minimaliste, notamment dans les combats, dans l'action. Parce que c'est pas aussi facile, je l'ai constaté avec d'autres MJ qui voulaient s'y prêter, qu'on peut l'imaginer. Parce que justement, on a plus de temps pour la narration et donc il y a plus de créativité à avoir rapidement parce qu'on enchaîne là où un système plus complexe prenant plus de place, finalement, il occupe plus de place, on a moins besoin de combler le temps disponible avec de la narration. Là, c'est tout le temps. Mais ça permet une densité incroyable. Je dois vous dire que toutes les scènes de combat, d'action de la campagne, je m'en souviens et je les vois comme dans un film. C'est extrêmement clair dans mon esprit. Alors après, chacun a ses prédispositions aussi pour être capable de visualiser en théâtre de l'esprit. Je sais que certaines personnes ont plus de difficultés. Par hasard, je suis tombé sur une vidéo de Jenny D qui expliquait ça, qu'elle avait beaucoup de mal, elle a besoin de battle map par exemple. Bon, passons la parenthèse. Donc ça dépend, mais j'ai vraiment cette notion cinématique qui a été exacerbée sur cette campagne. J'ai adoré être le chef d'orchestre, parce que c'est moi qui redonne la parole justement entre les joueurs lorsqu'ils sont séparés pour donner du mouvement. Je redonne la parole. Je pense que ça m'a fait beaucoup progresser aussi en tant que maître du jeu, parce que avec un nouvel outil, des portes s'ouvrent et on a plus l'occasion de répéter, de s'améliorer là-dedans. Et donc, je pense que je me suis sensiblement amélioré donc avec une capacité maintenant supérieure à précédemment à gérer des combats complexes à plusieurs niveaux avec plein d'événements qui se produisent sur plusieurs fronts. Savoir aussi instinctivement quand passer à tel joueur sans que ça soit trop long en général. En 5-10 minutes grand maximum,
je suis déjà passé à plusieurs joueurs, à le sentir instinctivement et surtout à partir, à quitter le joueur sur un point d'orgue et non pas sur un moment de résolution. Pour garder le suspense, juste avant qu'il jette les dés sur un moment structurant, je passe à l'autre joueur, etc. Maintenant, cette campagne m'a permis de le faire avec beaucoup plus de précision et instinctivement sans perdre de temps parce que j'ai pu pratiquer justement ces scènes-là. C'est vraiment l'effet probablement le plus vertueux sur moi en tant que maître du jeu. Et en termes de plaisir de jeu, faut bien savoir que pendant des années, les combats, c'est pas un truc qui me plaisait parce qu'il y a toujours ça, c'était pas assez cinématique, ça me gênait. Et là, vraiment, j'ai adoré. Je vais pas vous les citer pour pas spoiler. Il y a beaucoup de scènes dont je me souviens. C'est encore une fois, c'est fatigant parce qu'il faut vraiment que je sois à fond, que je maintienne le tensiomètre à 100%, que le ton de voix soit là. Mais c'est un des moments. Les combats, ça fait partie des moments maintenant où où je descends dans les tranchées avec les joueurs. Je suis vraiment avec eux. Je suis à côté d'eux, presque. Je leur crie presque dans l'oreille alors qu'on est à distance. Et j'ai pris énormément de plaisir là-dedans. Et ça, c'est vraiment grâce à ce système vraiment minimaliste qui m'a permis d'exploiter de nouvelles choses que je n'aurais pas pu exploiter avec un système différent, ou en tout cas un système plus complexe, donc non minimaliste. Encore une fois, je pense que c'est une des choses qui m'a permis de progresser encore plus dans le style de maîtrise qui me convient et que je souhaite, à savoir, dans le cas présent, cinématique, pour ce qui est de l'action. On va pas passer trop de temps sur celui-ci, mais un petit constat aussi. Je vous ai souvent parlé du fait que, dans certains cas, et c'est avec parcimonie, j'écris les descriptions. Quand par exemple ils arrivent dans un nouveau lieu et que j'ai envie vraiment d'envoyer, que en quelques instants, en 1 minute de description maximum, ils aient compris le lieu, la substance de cet endroit, surtout quand c'est vraiment un nouveau lieu, voire une nouvelle zone. Et là, mon côté un peu littéraire arrive, c'est que je l'écris et je vais le déclamer, pas exactement comme il est écrit, pour pas que ça fasse lu, justement. Je pense que je le fais pas trop mal. Cela dit, à chaque fois que je le fais, dans ces cas-là, il y a quand même une dissonance parce qu'on sent la différence de narration entre quelque chose qui a été quand même écrit, même s'il est déclamé différemment. Même moi, quand je le dis je le déclame souvent moins bien que ce que j'ai pu faire en le testant une première fois parce que presque je n'assume pas la dissonance que j'entends entre mon style narratif lorsque je ne lis pas un texte ou que je ne m'inspire pas d'un texte. Et donc, alors je le faisais très peu. Hein. Franchement, c'est arrivé peut-être 2 fois dans toute la campagne, en 44 sessions, ou peut-être 3 fois, je ne sais plus. Peu importe, 2 ou 3 fois. Mais là, je me suis dit, en fait, la dernière fois que je l'ai fait, je me suis dit non, je vais plus refaire ça. Je vais noter, je pense, je vais faire des bullet points, faire des tirets. Je vais noter des éléments de la description et je vais les intégrer dans quelque chose que je vais improviser. Je sais le faire et je l'ai fait d'ailleurs après. Et j'en étais très satisfait. En fait, le fait de le rédiger était une volonté d'avoir quelque chose de littéraire à ce moment-là, parce que j'aime ça. Mais dans ce contexte-là, il y a trop de contrastes. Donc c'est un détail, mais dorénavant, lorsque je voudrais vraiment envoyer une description un peu plus lourde, un peu plus cossue, je le ferai, mais pas en rédigeant. Je vais mettre des différents points que je vais intégrer dans une narration qui, elle, ne sera pas rédigée et qui sera aussi spontanée que le reste. Maintenant, c'est ce que je vais faire. J'ai aussi ça dans une moindre mesure avec certains monologues. J'avais expliqué que dans quelques cas précis, c'est pas fréquent, lorsqu'il y a un monologue qui doit arriver, je l'écris. Je pense que ça sera toujours vrai dans certains cas, mais peut-être moins, parce que j'ai eu des moments où j'ai pas du tout regardé le texte et je me suis laissé aller au moment. Ça ne casse pas la fluidité. J'ai aussi constaté que quand je faisais ces monologues dans ma manière de préparer, en général, je suis tout seul, c'est ma méthode, je l'improvise, je le dis le monologue. Et souvent, le plus beau moment, là où c'est plus réussi, c'est quand je l'ai dit une première fois. Parce qu'il est inspiré, et après je l'écris et je l'affine. Je ne dis pas que je le referai plus jamais, parce que parfois ça permet d'être plus efficace, de changer une formule. Mais en réalité, du moment que j'ai les idées, en fait, il faut que j'ai préparé, un peu comme pour la description, des idées, des éléments qui doivent être dits, qui doivent passer, peut-être 1 ou 2 citations dans le monologue, mais sans rédiger forcément tout ce qui est autour de ces piliers. Bon, là, on est vraiment sur du détail parce qu'au final, ça arrive très peu dans la campagne. N'allez pas encore croire
que tout est rédigé comme ça, c'est une exception. J'en parle d'ailleurs dans je crois dans la vidéo sur les scripts, ça reste une exception. Ne croyez pas qu'il faut tout rédiger, loin s'en faut. Allez, on va poursuivre. Les flashbacks. Alors là, les flashbacks, ça c'est quelque chose, j'en parle souvent dans ma manière de maîtriser. J'ai une vidéo dédiée aux flashbacks, vous pouvez aller la voir. Et ça donne corps au passé des personnages parce qu'on jouit, vit vraiment les choses. Pour rappel, je ne fais pas jouer des flashbacks simplement pour faire jouer une scène qui a déjà été décrite par un joueur dans son histoire. Pour moi, ça n'a aucun intérêt de faire jouer quelque chose juste pour le plaisir de le jouer si on sait déjà comment ça s'est passé exactement. Moi, mon objectif, justement, c'est que sur les flashbacks, même si je prends l'essence de certaines choses que le joueur m'a partagées, il y a de nouvelles choses qui émergent. Il ne sait pas exactement comment les choses se sont passées et je fais découvrir pour que le joueur soit dans la même posture ou presque que son personnage. Je rajoute des éléments, parfois il y a des fusils de Tchekhov, bref, il y a plein d'utilités au flashback. Et sur cette campagne, vraiment l'usage des flashbacks est devenu un pilier de la manière de maîtriser. Ça a été extrêmement présent. Et je pense que ça a eu un effet vertueux, je ne le regrette absolument pas. Par rapport à Au nom des pères, où j'ai commencé à les utiliser fortement, mais surtout au tout début. Dans Au nom des pères, j'ai une première scène d'action, et en fait, je ponctue la scène d'action de flashback, et on alterne entre présent et passé. Là, ça s'est fait beaucoup plus sur la durée. Il y a eu des flashbacks pendant très très longtemps, de nombreuses sessions, pour découvrir les choses petit à petit quand c'est important, quand ça devient potentiellement important. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a eu beaucoup de flashbacks et c'est vrai que c'est devenu très important. Ils ont eu un effet vraiment vertueux sur l'implication des joueurs, sur le lien à certains PNJ, à l'intrigue. Pour intégrer les nouveaux joueurs aussi, les flashbacks étaient extrêmement puissants. Je pense notamment à Gauvin qui a eu des flashbacks qui l'ont fortement marqué et qui l'ont lié à un ou deux PNJ de manière vraiment très forte dans le jeu. Sans les flashbacks, il n'y aurait pas eu ça. Donc, vraiment un point très important, les flashbacks. Ils ont acquis l'usage du flashback, pour moi, a acquis une certaine maturité dans ma pratique à travers cette campagne. Ils ont continué à évoluer et je les ai utilisés d'ailleurs de manière différente et je vais vous parler d'une de ces manières d'ailleurs. Je ne pense pas l'avoir fait, si peut-être je l'avais fait une fois dans Au nom des pères, sans vraiment m'en rendre compte. L'usage de flashback ludique. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez tout de suite ce que je veux dire par là. Il y a un moment, j'intègre un nouveau personnage joueur et juste avant, enfin très peu de temps avant qu'on change complètement de contexte. À un moment, il y a un changement de contexte. Et je me dis, mais ce personnage-là, comment je vais le rendre utile dans ce nouveau contexte? Les autres, je le voyais assez facilement. Ils avaient peut-être des relations dans ce nouveau contexte. Et lui, c'était moins évident. Et il se trouve que juste avant de quitter le contexte pour ce nouveau, donc dans la dernière session avant de quitter le contexte, il a une discussion avec un PNJ qui s'avère être assez important pour lui quand même. Il a une discussion, puis après, on arrête la session sur leur départ vers le nouveau contexte. Eh bien, dans la session d'après, j'ai fait un flashback où la discussion avec le PNJ se poursuit, parce qu'elle a été coupée à un moment, il se passait quelque chose, mais potentiellement, elle a pu continuer hors champ, c'était cohérent. Et dans cette discussion que je rajoute dans le flashback, le PNJ donne une lettre, ça je peux le dire, donne une lettre au personnage, joueur, et il lui dit, bah voilà, là où tu vas, moi j'ai des contacts, si à un moment tu as besoin de quelque chose, cette personne me doit une faveur, donne-lui cette lettre, c'est avec ma signature et tout ça, et la personne t'aidera. Et je dis au joueur, je ne te dis pas qui est le personnage dont il parle dans la lettre. Et à n'importe quel moment, si tu as besoin de quelque chose sur un sujet, là on créera le personnage qui est censé être le contact qui peut t'aider, et on lui donnera un rôle qui va lui permettre de t'aider pour ce dont tu as besoin. C'est une sorte d'atout ludique que je lui donne, qui s'inscrit dans la narration. Et donc ça a été rajouté par flashback. Ça a été extrêmement utile parce qu'effectivement, il l'a utilisé et on a créé ensemble le personnage, le PNJ. C'est devenu un PNJ en plus que le joueur a adoré, pourtant qui ne dure pas forcément très longtemps dans la narration, mais qui l'a vraiment marqué. Donc le personnage a joué son rôle, a aidé, a eu un impact très fort en termes d'intrigue et de ce que les joueurs ont pu faire. Et ce qui est marrant, c'est que je lui ai créé aussi une toile de fond, ce personnage, un lien. Je l'ai même connecté à l'intrigue principale alors que les joueurs
ne l'avait pas du tout anticipé. Et finalement, ce personnage, sans vous spoiler, il est devenu problématique après, pour une raison assez complexe. Et donc, il a eu un rôle complètement différent. Il s'est vraiment inscrit dans le paysage. Il est devenu un facteur qu'il fallait prendre en compte pour les joueurs. Et en plus, il a marqué les esprits, pas seulement d'ailleurs le joueur concerné. Tout ça grâce à un flashback qui a été ajouté de manière ludique pour donner une puissance au personnage joueur. Ça, je vous le partage parce que ça peut vraiment être utile de le faire. Ça ne casse en aucun cas la cohérence. Ça prend pas beaucoup de temps et ça donne vraiment des choses intéressantes. Autre possibilité, parfois, on doit avancer et un joueur n'a pas le temps de faire la petite discussion qu'il voulait avec un PNJ. On n'a pas eu le temps, on a avancé, il regrette un peu, il m'en parle. Mais tout simplement, je mets un flashback, je crée un flashback, donc très court finalement, on ne revient pas beaucoup en arrière, ça peut être la session d'avant, et on joue la discussion, le dialogue entre ces deux personnages. Donc c'est une manière parfois de se rattraper un petit peu, ça ne change pas la cohérence, d'ailleurs je ne veux pas que ça change la cohérence, mais ça permet de rajouter des petites choses si nécessaire pour que les joueurs ne se sentent pas lésés ou quand ils ont oublié quelque chose. Voilà, c'est pas un joker, hein, attention, hein, c'est pas usage de joker, mais voilà, ça peut être très utile et ça, je l'ai utilisé quelques fois dans cette campagne. Ça s'est avéré très intéressant. Là, je pense que je le referai sans problème. L'ironie de tout ça, néanmoins, c'est que les flashbacks, dans mon petit cercle, dans mon groupe principal, notamment le groupe qu'on constitue sur la chaîne secondaire, hein, compte personnel et viscéraux, Lordo Personalis et Viscerum, donc on joue souvent ensemble, on aime le même style, et donc les flashbacks, c'est devenu un usage un peu standard entre nous, quand les autres personnes du groupe sont maîtres du jeu aussi, hein, il n'y a pas que moi. C'est devenu vraiment un standard, presque un passage obligé. Et je vous fais une petite confession, je crois que je leur en ai pas encore parlé, en tout cas pas à tous. Le paradoxe de tout ça, je vous le dis, hein, c'est que ça me lasse presque des flashbacks. Alors que je viens d'en dire beaucoup de bien, j'ai vraiment amené ça à un niveau important dans mes campagnes. Et en fait, le fait que ce soit devenu un standard, et quand je joue avec d'autres MJ de mon cercle, je les vois, je me dis oui, bon, bah d'accord, je connais ça, enfin, je le fais dans mes campagnes. Et je me rends compte de plus en plus que quand je joue avec un autre maître du jeu, j'ai besoin de voir sa patte. J'ai besoin de voir comme dirait Maître Renard, sa sauce magique, ses épices à lui. Et quand je revois un peu les recours que moi j'utilise et que j'ai initiés, au sein de notre groupe en tout cas, je me dis, bon, ok, mais ça je connais, je me trouve en terre inconnue. Et c'est en fait finalement difficile de s'extasier d'un processus narratif qu'on a employé soi-même. Quand on est maître du jeu, on peut être satisfait de ce qu'on a fait, mais en tant que joueur, c'est dur de dire ah oui, super, l'idée du flashback, là, vraiment très bonne, j'apprécie. J'arrive pas en fait à être là-dedans. Et le paradoxe, donc, c'est que ça, ça a fini par me lasser un peu des flashbacks quand il y en a. C'est peut-être un peu dur d'ailleurs ce que je dis. Et pour ma prochaine campagne, j'en reparlerai. Je pense, je m'engage pas, hein, mais il y en aura probablement moins juste pour ça. Parce que c'est devenu tellement un standard dans notre style de jeu que j'ai envie d'en mettre moins. Uniquement pour cette raison, c'est peut-être pas du tout une bonne idée parce que ça a apporté beaucoup de choses, mais je me suis fait cette réflexion récemment. C'est assez amusant, donc bon, je vous le partage. On va pourtant rester dessus parce que je vais maintenant vous parler de petits détails de mise en scène que je n'avais jamais testé. Je parle souvent du style de maîtrise qu'on aime. On peut très bien continuer à évoluer en gardant un même style général. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que pour se renouveler, pour ne pas rester dans la fameuse zone de confort, j'aime pas vraiment ce terme, en tout cas la manière dont il est utilisé, on n'est pas obligé de changer radicalement la manière dont on joue. On peut, hein, il y a des gens qui aiment ça et c'est absolument pas un problème, mais on n'est pas obligé de changer de jeu, de changer de système, de changer tout, la manière dont on fait, de passer soudainement de pas de partage narratif à que du partage narratif pour dire qu'on est quelqu'un qui va faire évoluer sa manière de jouer. Donc ça, pour moi, c'est une évolution que j'appelle horizontale. Moi, je suis plus dans l'évolution d'approfondissement ou verticale, ce qui ne veut pas dire grand-chose, c'est une image. Je veux préserver mon style, je veux qu'on reconnaisse le style, c'est celui qui me plaît en plus, tout simplement. Mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas essayer de nouvelles choses au sein de cette globalité qu'est le style de maîtrise. Et je vais vous donner quelques éléments de mise en scène. C'est des détails hein, que j'ai ajoutés, que je n'avais pas utilisés avant. Mais c'est tous ces petits détails mis bout à bout qui font que les joueurs considèrent que ça renouvelle. Ah, on n'avait pas vu ça, c'était intéressant comme idée. Donc je vais vous en donner quelques-uns. Là, on est plus dans le détail. Et peut-être que vous voudrez les essayer vous-même. Restons un instant sur les flashbacks.
j'ai fait un moment une scène de flashback, mais un peu différente. C'était pas entre guillemets, un long flashback de 5-10 minutes. Un flashback de 10 minutes, pour moi, c'est un long flashback, hein, qui est une scène, une séquence. C'était un petit peu, je me suis inspiré de certains films ou séries de télévision. Vous savez, quand le héros, ou n'importe qui d'ailleurs, se remémore quelque chose ou quelqu'un, et on a une séquence de plein de scènes qui se passent pas du tout au même moment, et ça enchaîne assez vite avec une musique, souvent de mélancolique, ce genre de choses. J'ai voulu faire ça dans un cas précis, à un moment où il y a une perte, et le joueur se souvient. Le joueur se souvient et je lui fais un flashback où je le mets en situation sur une scène. Je lui demande ce qu'il fait. Il le fait. Je lui dis même pas OK. Et très rapidement, j'enchaîne sur une deuxième scène de la vie où il partage ce moment. Pareil, je lui redonne la parole. Il peut y avoir 1 ou 2 échanges maximum. Il y a la musique. La musique ne change pas tout au long des scènes pour garder une continuité dans le flashback et faire contraste avec le fait que les petites scénettes, vraiment très courtes, hein, on parle parfois de quelques secondes, ben, sont coupées de manière assez brutale. La musique reste la même pour préserver un lien. Et en quelques instants, on vit ce moment-là. En plus, il y a une double raison qui fait que j'ai utilisé ça. Déjà, je voulais m'y essayer. Et aussi parce qu'il y a un personnage, je ne citerai pas, qui est un PNJ qui avait été créé par l'un des joueurs, qui finalement, je pensais qu'il durerait beaucoup plus longtemps. Et en fait, la séance où je l'intègre, il meurt. Il meurt quelques minutes après que je l'ai intégré. Donc, c'était pas du tout prévu. Et donc, je n'ai jamais eu l'occasion de créer beaucoup de flashbacks de la vie de ce personnage. Et donc, c'est finalement à titre posthume ou a posteriori que j'essaye en quelques instants de lui donner corps finalement a posteriori, à titre posthume. C'est assez amusant. Et donc, c'était vraiment une manière de le faire. Ça a été beaucoup apprécié par les joueurs. Et c'est un effet de mise en scène que je n'avais jamais testé. Peut-être que je m'en resservirai un jour, je ne sais pas. Même si j'ai dit que je réduirais les flashbacks. J'ai aussi essayé, surtout au début de la campagne, lorsqu'il y avait un peu plus de préparation sur les flashbacks au départ, d'avoir des transitions entre les scènes de flashback. Je vous donne un exemple un peu bateau, mais il y en a eu d'autres. À un moment, à la fin d'une scène, il y a un oiseau qui s'envole, et je décris l'oiseau qui s'envole, et l'oiseau se pose sur une branche, et en fait, on n'est plus au même endroit, et plus du tout dans la même époque, et j'ai enchaîné sur un nouveau flashback, et je dis à un autre joueur, et tu vois, tu regardes par la fenêtre cet oiseau qui est sur la branche, qui vient d'y atterrir, et ça y est, je suis passé sur une autre scène. Ça, c'est les processus que j'ai mis en place, que je n'avais pas utilisé avant, de transition. Alors, ça nécessite un peu de préparation, c'est dans les cas où les scènes sont un peu préparées. Donc, c'est pour ça que je dis que je l'ai surtout utilisé au début, au lancement de campagne, un peu moins par la suite, même si ça peut s'improviser sans trop de problèmes, à mon sens. Continuons d'ailleurs sur les transitions. J'ai fait quelque chose qui a beaucoup plu pour donner l'impression d'un monde vivant quand ils sont dans une zone. Ils étaient dans un village et chacun va aller faire ses petites discussions. Et c'est moi qui donne la parole pour savoir quelle discussion on fait en premier. Et je vous donne un exemple, c'est plus exactement comme ça que ça s'est passé, mais il y a une discussion entre un personnage joueur et un PNJ. Et puis la discussion va être interrompue par quelqu'un qui arrive, excusez-moi, je cherche ma fille. Vous l'auriez vu? Ah non, d'accord, bon, bah, je vais la chercher. Le personnage part. Ensuite, je passe à un autre groupe qui a sa discussion. Et puis, je décris à ce groupe le contexte où ils sont et qu'ils voient passer la mère de cet enfant. Elle passe là. Oui, parce que c'est la suite de la scène d'avant pour ce PNJ. Ils font tout ça. Et puis, à un moment, je passe à quelqu'un d'autre. Et là, il y a un autre personnage qui arrive et qui dit... et justement, une scène, pardon, où il y a cet enfant dans la scène. Et là, quelqu'un arrive et dit tiens, il interrompt la conversation, ta mère te cherche, est-ce que tu peux y aller? Et en fait, c'est des scènes, des choses qui se passent dans l'univers qui montrent que le temps passe et que le monde est vivant, alors même que je passe de petit groupe en petit groupe pour résoudre les interactions que les joueurs ont souhaité avoir. Donc, je leur retire pas du tout leur fameuse agentivité, mais derrière, je les inscris dans quelque chose qui se passe. Et ça faisait une sorte de plan séquence. Il y a une série récemment qui est sortie comme ça, où tous les épisodes sont en un seul plan. Et ça ressemble un peu à ça si on parle de langage cinématographique. Et ça a donné un bon effet, donc je pense que je le referai sans doute. Et un dernier point que je voulais vous partager, que je n'avais jamais fait, qui a eu c'est pas vraiment un spoil, vous pouvez écouter. Dans la dernière session, à un moment, donc c'est une session où il y a plein d'actions, c'est l'effervescence, c'est la tension au maximum, c'est j'ai ma joueuse qui m'a dit qu'on aurait dit que j'étais sous coke à ce moment-là. Et lorsque je vois qu'on arrive vraiment
à la fin, au basculement, on arrive au bout. Chaque joueur est placé d'une manière où il va faire une action qui va être déterminante. Et j'attendais le bon moment, je le lance, et là, je change de musique. Une musique beaucoup plus lente, qui est quand même héroïque, mais lente, où on a l'impression que tout se ralentit. Et je passe d'un personnage joueur à l'autre, je les appelle par le nom de leur personnage, comme d'habitude, et je leur demande à ce moment-là, qu'est-ce qui défile devant tes yeux? Et donc on fait ça, et je fais un tour de table, chose que je fais assez rarement, le tour de table un petit peu comme ça, mais là c'est un moment un peu hors du temps. Et c'est là que la nouveauté arrive. Une fois qu'on a fini ce tour-là, je reviens au premier, sauf que je l'appelle par le nom du joueur. Et je m'adresse à lui en tant que joueur, et je lui dis, hé là, à ce moment-là, quelle séquence, quelle scène de la campagne défile devant tes yeux, et je donne son prénom. Et donc là, ils comprennent que je brise le quatrième mur. Chose qui, alors dans un groupe où le quatrième mur, il est toujours brisé, on n'est pas dans l'immersion permanente, ça a moins d'impact. Nous, on est souvent quand même dans l'immersion, donc ça a une signification à ce moment-là. En plus, c'est en fin de campagne, on a passé 1 an et demi ensemble sur une campagne particulièrement longue, campagne qui en plus constitue une sorte de fin de cycle euh, dans le monde perso qui est le mien, les royaumes sélénites. Il y a eu 3 campagnes avant, et d'une certaine manière, le ciel ici-bas, c'est une fin de cycle et le début d'un autre. C'est quelque chose qui a été construit au fil des campagnes précédentes. Donc, tout concorde pour qu'il y ait ce genre de moment-là. Ça ne marche pas sur une campagne, une mini-campagne anodine où on a passé 3 mois dessus, vous voyez. Mais là, ça crée quelque chose, et on se retrouve entre potes à partager ces moments. Je continue à laisser la musique héroïque, parfois même je la remets, je suis aussi DJ, je vous l'avais dit, je remets en arrière parce qu'on n'a pas fini de parler, et puis je veux pas que ça aille tout de suite au changement de musique qui ferait qu'on revient dans l'immersion. On discute, je partage aussi mes moments, on a cet échange-là, c'est vraiment fort. D'ailleurs, dans la session qui sera diffusée, c'est le moment où je mets à la place des visages des personnages, je mets les visages des joueurs sur ce moment. Vous pourrez regarder lorsque ça arrivera, le 31 décembre, dernier épisode de la campagne. Oui, je vous spoil rien, juste qu'il y a un moment comme ça. Et vraiment, ça a été un super moment, un des moments les plus forts de la campagne, d'ailleurs, entre joueurs. Ça peut pas se faire tout le temps. Je sais déjà que sur la prochaine campagne, je le referai pas parce que c'est le côté unique qui génère l'intérêt de ce moment-là. Mais voilà, ça a été apprécié, ça a été un moment très fort. Donc le bris du quatrième mur, il faut que voilà, toutes les circonstances appropriées soient présentes pour que ça marche et pour que ça ait un vrai effet. Sinon, c'est juste un effet de style pour dire que. Mais voilà, c'est un truc que j'ai essayé et qui a bien marqué. On ne regrette pas ce moment. Et puis après, ben, la musique, je laisse là, une fois qu'on a fini, la musique arrive à son moment d'intensité, et en fait, on replonge dans l'immersion fort de ce moment qui va booster justement l'immersion. Le moment entre joueurs, le moment hors immersion va booster le moment d'immersion après. Ça rejoint ce que certaines personnes ont dit sur leurs vidéos assez récentes sur le hors roleplay. Je vais les citer, la table des coups cryptiques et Eric de la chaîne des Imagitateurs, ils en ont parlé tous les deux. Allez, on avance. Ça fait 50 minutes que je parle. C'est incroyable. Je pensais faire quelque chose de beaucoup plus court. Bon, j'espère que ça vous ennuiera pas trop. J'arrive sur la dernière étape de ce débrief. La prochaine campagne, qu'est-ce que ce sera? Alors, je vais pas vous dire exactement ce que ce sera en réalité. Il se trouve que j'avais prévu de ne pas y penser du tout parce que j'avais besoin d'une pause. Et malheureusement, je ne peux pas empêcher mon esprit de penser à des choses, surtout que la fin du ciel ici-bas, enfin le ciel ici-bas en tant que campagne, avait justement cette vocation d'être une fin de cycle, mais le début d'un autre. Ça lance plein de choses dans l'univers des royaumes sélénites. L'écho de cette campagne va perdurer dans les campagnes suivantes. Elles font tout ça, mes campagnes, mais là à grande échelle, si j'ose dire. Donc forcément, ça m'inspire des trucs, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Donc je vais pas vous dire quelles idées j'ai exactement, mais vous allez voir, je vais pouvoir vous dire quand même quelques petites choses. D'ailleurs, c'est terrible, mais j'ai déjà le nom de la prochaine campagne. Ah, quelqu'un m'appelle. Je répondrai plus tard. Voilà. Priorité à vous. Je ne couperai pas au montage non plus. Et donc, j'ai déjà le nom de la prochaine campagne. Et pire que ça, là, j'ai vraiment poussé le vice trop loin. Je m'en veux presque. J'ai déjà une vidéo teaser que j'ai montée, qui m'a pris des heures de montage. J'ai fait ça en 1 jour et demi. Enfin, même un peu moins. Mais bon, c'était des heures, je ne vais pas vous le cacher. Que j'ai envoyé aux joueurs. Donc, eux, ils savent déjà. Je me garde ce teaser au frais pour quand je serai en passe de vraiment travailler la campagne pour la lancer. Je pense que je la partagerai
sur le Discord, voire même sur la chaîne, compte personnel et viscéraux, sans doute même. Donc voilà, j'ai déjà réfléchi à tout ça. Et je vais vous dire un petit peu quels sont les critères de la campagne, dans quel carcan je vais me mettre pour la créer. Je ne m'engage sur rien, c'est ma réflexion à l'instant présent. Je vais faire quelque chose d'un peu plus terrien que le ciel ici-bas. On va dire c'est un fait exprès, oui. Le ciel ici-bas, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est aérien, justement, mais symboliquement aussi, on est sur le progrès, la technologie. Vous allez voir que ça finit sur un point d'orgue, je peux vous le dire sans rien spoiler, parce qu'un point d'orgue, ça peut être vertueux, ça peut être néfaste, c'est pas le problème. Ça finit sur un lancement de quelque chose, justement. Euh, c'est fait exprès. En fait, la campagne, le ciel ici-bas se finit en élévation d'une certaine manière. Pas forcément vertueuse, je le précise, mais il y a quelque chose qui fait que on est sur de l'irrésolu, sur quelque chose qui, ça arrive. Voilà, ça annonce quelque chose. Donc là, je veux revenir à quelques... Et puis il y a beaucoup de mysticisme aussi dans le ciel ici-bas. Il y a la part mystique prend une importance très très forte à mesure que la campagne se poursuit. Il y en a eu beaucoup, c'était génial. Mais là, j'ai envie de changer, j'ai envie de revenir à quelque chose de plus terrien. J'ai envie de revenir vraiment aux luttes humaines. Elles n'ont jamais complètement disparu. Il y en a plein dans le ciel ici-bas, mais vraiment au fondement même de la campagne, les luttes entre les humains, entre des factions. Vraiment là, au niveau, à échelle humaine, si j'ose dire. Échelle humaine, ça ne veut pas dire à petite échelle d'ailleurs. Donc il y aura sans doute moins de mysticisme. Et s'il y en a, il sera peut-être moins franc et moins direct. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais même celui qui pourrait arriver peut être plus ancré dans la réalité, peut-être moins d'onirisme, même si j'adore, il y en aura sans doute moins dans la prochaine campagne. Encore une fois, je ne signe pas avec mon sang. C'est une campagne qui va forcément reprendre le fil du ciel ici-bas. Le paradoxe, c'est que justement, je pense qu'il y aura, ça sera à mon avis, la plus petite ellipse qu'il y aura entre deux campagnes par rapport à ce que j'ai déjà fait. J'ai jamais de très grosses ellipses parce que je veux que les joueurs puissent sentir les conséquences de leurs actions de la campagne précédente. Pour continuer ça, je veux pas non plus perdre les PNJ qui sont encore là, qui peuvent revenir. Les joueurs adorent. Donc je fais jamais des grosses ellipses, mais là, elle sera encore plus mince, cette ellipse-là, pour qu'on puisse vivre la continuité du contexte qui est généré par la campagne de Ciel ici-bas. Cependant, et c'est là le paradoxe, je vais faire un pas de côté parce que je veux pas non plus que ce soit une suite au sens strict du ciel ici-bas. Parce que là, c'est le meilleur moyen de m'écrouler. Il y avait une telle intensité, c'est tellement monté haut en termes d'échelle que si je continue un moment, je ne vais pas réussir et je vais tomber. Donc, je veux au contraire faire un pas de côté. Je veux qu'on sente l'écho de la campagne, son impact qui soit là, et pour autant qu'on soit sur autre chose. Peut-être que ça ne veut rien dire pour vous. C'est une sorte de pas de côté que je vais faire. Peut-être même un pas en arrière en termes d'échelle, au moins au début, au lancement de campagne, et encore, c'est pas tout à fait sûr. Le pont sera là, hein. On va tout de suite, on va comprendre qu'il y a un lien direct avec le ciel ici-bas. D'ailleurs, dans le teaser, c'est très présent. Le ciel ici-bas est encore là. Le teaser est un écho du ciel ici-bas, mais ça peut être trompeur parce que ça ne veut pas dire qu'on va faire une suite vraiment. Donc, il faut les deux. Ça va être un savant mélange de jouer une campagne qui est un écho et pour autant qui est vraiment différente et qui fait voir autre chose. C'est un peu ce que j'ai fait avec le ciel ici-bas par rapport au nom des pères. Hein. Si vous regardez bien, le ciel ici-bas n'est permis que par l'existence de la campagne au nom des pères. D'ailleurs, ça commence, la campagne de ciel ici-bas commence là où se passe au nom des pères. Et pour autant, la conséquence, c'est que c'est complètement déporté ailleurs dans une situation qui renouvelle le jeu, qui n'a rien à voir avec au nom des pères, alors même que ça part de là-bas. Bon, ça permet d'avoir un écho de la campagne et pour autant de faire quelque chose de différent. C'est un peu le même principe ici. Alors là, je vais vraiment pas... j'y viendrai après. Je vais peut-être ouvrir le jeu un peu plus vite aux joueurs, comme je l'avais fait pour Au nom des pères, mais aussi moins brutalement. Dans le ciel ici-bas, je les ai accompagnés longtemps à travers un voyage, au départ d'ailleurs, qui a été plus long que ce que je pensais. On a mis plus de temps que ce que je pensais à arriver sur la thématique de ma proposition de campagne. Parce que le voyage, au départ, que j'avais laissé à la fois pour mettre des fusils de Tchekhov et à la fois pour construire le groupe, a duré plus longtemps que prévu, plus de sessions que prévu, beaucoup plus que prévu d'ailleurs. S'il y a un truc que j'avais à refaire, ça serait peut-être ça. Encore que j'avais pas prévu de le faire comme ça. Je pensais que ça durerait 2 sessions maximum, voire même une. J'ai été fou. Et ce ne fut pas le cas. Donc, je les ai accompagnés et jusqu'à l'ouverture, on a pris plus de temps avant d'ouvrir complètement le jeu. Là, où dans Au nom des pères, au bout de 2 sessions, paf, j'ouvre le jeu, grand bain.
Je vais essayer de faire un intermédiaire entre les deux. C'est ce que je pense à ce moment-là. Donc ça veut dire que d'un point de vue technique, les joueurs vont devoir connaître des contextes, des sujets, des problématiques, des lieux un peu plus vite. C'est-à-dire que je vais moins leur faire découvrir les contextes et les lieux de manière interactive, comme j'ai pu le faire par exemple dans le bourbier sur le ciel ici-bas, où au départ, c'est moi qui leur fais découvrir sur le chemin des choses qui vont étoffer l'univers et au bout d'un moment, bah, comme ils connaîtront plein de trucs, ça va s'ouvrir, ils auront des choix. Là, je vais essayer de les informer un peu plus sur ce qui existe déjà. Alors, je ne vais pas le faire avant, hein, pour que les choix soient un petit peu plus rapides. Je pense que c'est comme ça que je vais le faire. Un peu plus comme je l'avais fait sur ma campagne Les Larmes de Mornejour. Je vous invite, c'est une vieille vidéo, à voir je crois que c'est une vidéo qui s'appelle la campagne bac à sable ou la campagne en diamant ou la campagne de zone. Regardez sur ma chaîne où j'explique justement ça. Ça va plus ressembler à ça, en tout cas sur certains aspects. La toile de fond aussi. Vous savez que j'aime les toiles de fond complexes, alambiquées. Je m'étais promis sur LCIB de faire une toile de fond moins complexe que celle de Au nom des pères. J'ai complètement échoué. Ça a été encore plus complexe et probablement de loin. Donc ça, c'est le facteur sur lequel je m'engage le moins. Mais il faut que je fasse moins complexe. Je vais faire ce que j'avais voulu faire sur le ciel ici-bas, c'est me concentrer plus sur le présent, le futur, la construction, avec peut-être un impact du passé qui est moins tangible, en tout cas, qui repose moins sur les mystères du passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des mystères du présent. C'est ce que j'ai en tête. Ça sera sans doute très difficile pour moi, à la fois parce que mon naturel peut revenir au galop, à la fois parce que ça fait aussi partie de ma marque de fabrique et mes joueurs sont aussi en attente de ça. Donc c'est un savant mélange. Là, c'est pareil, je vais être sur un fil entre ce que les joueurs attendent, ce qui est mon instinct naturel et ce que j'ai envie d'un peu de changer aussi pour avoir moins de travail, je vous le concède. Ça sera plus court, quitte à lancer la campagne d'après plus vite. Je ne veux pas revenir sur un truc de 40 sessions. Moi, s'il y a une vingtaine de sessions, ça me va. Donc, c'est un défi. Il va falloir que je crée suffisamment peu de matière au départ pour ne pas que la campagne dure trop longtemps. Encore une fois, hein, c'est pas juste un choix de dire oh, ce sera plus court. Je dois adapter mes toiles de fond à ça parce que si j'en ai beaucoup, après j'ai du mal à couper dans le vif. Je veux exploiter tout ça. Donc ça sera plus court. Une vingtaine de sessions, ça serait très bien, un peu comme Au nom des pères, il y avait eu 22 sessions. Donc voilà, ça va être ça, sachant que justement, je vais devoir faire attention quand même parce que souvent mes sessions, au début du ciel ici-bas, c'était pas le cas, ça allait, c'était bien maîtrisé et plus on avançait, plus je me trompais sur la durée des sessions. Je me disais, bon, là, ça va peut-être pas durer très longtemps. Puis on avait des sessions de 3h30, voire c'est arrivé de temps en temps 4 heures, parce que justement, ça durait plus longtemps que prévu. Puis il y avait des dialogues entre personnages. Ce qui mène à un autre point. Je vais peut-être laisser moins de place aux PNJ. Alors, ils vont grincer des dents pour certains, hein, aux PNJ qui sont liés uniquement à un seul personnage joueur. Je vais peut-être plutôt penser à des liens de groupe où tout le monde connaît presque tous les PNJ qui sont dans le giron au départ, avec quelques exceptions quand même, pour ne pas multiplier les interactions roleplay entre tel personnage joueur, tel PNJ, puis on passe à l'autre, etc. Parce que ça, mine de rien, ça prenait beaucoup de temps. Alors, il faut que je fasse attention parce que ça fait partie de ce que certains de mes joueurs recherchent. C'est ce qui donne de l'intensité. Je vais sortir très prochainement une vidéo sur l'intensité, d'ailleurs, qui sera une discussion avec mes joueurs là-dessus. Donc, on pourra en parler. Il faut que je fasse attention. Parce que oui, c'est un facteur qui est important. Pour autant, justement, si je veux que ce soit plus court, il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Donc, c'est un savant mélange. Ça va faire partie des défis de cette campagne. Donc, oui, il faudra que je fasse attention. Alors, on dirait que ça va dépouiller la campagne de sa substance. Justement, l'enjeu, c'est de faire cela sans qu'on ait l'impression que ça dépouille. Ça veut dire que laisser plus de place aussi aux PNJ du présent, même si ça, j'en ai parlé avec mes joueurs, ils ont considéré qu'il y a eu de la place aussi aux PNJ du présent, mais voilà, que ça concerne peut-être plus le groupe et moins des individus qui font partie d'un même groupe. C'est une subtilité à prendre en compte. À voir si je réussis, parce qu'après, les affinités des joueurs avec les PNJ sont pas forcément les mêmes, et après, il faut donner un petit peu la matière à tout le monde. Donc, à voir, mais ça fait partie de mes réflexions. Je vais m'arrêter là. Ça suffit. Ça fait 1 heure exactement, beaucoup plus long que ce que je pensais. Donc 2 fois plus long, d'ailleurs. Voilà, ça tombe bien. La boucle est bouclée. 2 fois plus long que ce que j'avais imaginé, 30 minutes pour ce débrief. Comme le ciel ici-bas était 2 fois plus long que la campagne précédente, Au nom des pères.
Je vous invite à découvrir tout ça sur notre chaîne Compte personnel et viscéraux si vous le souhaitez. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun souci. Il y a le débrief, comme je vous le disais, qui sortira pas le 31 décembre, mais la semaine d'après. Le dernier épisode de la campagne sera donc diffusé le 31 décembre. Et puis, on se retrouve rapidement pour des vidéos. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, petit pouce bleu, rejoignez le Discord pour discuter avec nous, justement. Et si vous n'êtes pas abonné à l'autre chaîne, Compte personnel et viscéraux, pour voir les actuels plays, même si c'est juste pour voir comment on joue et ne pas tout suivre, eh bien, n'hésitez pas à y aller et à vous abonner également. À très bientôt. Merci d'avoir écouté. Salut.